On n'a même pas à attendre que ça se remplisse encore. Daniel avait peur que tout le monde soit en Zoom. Donc, je pense que là, tu peux être rassuré, il y a du monde. Donc, on a le plaisir d'accueillir Daniel Estève. Alors, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, c'est un voisin, il travaille au CEA, à l'Orme des Morisiers. C'est un des cofondateurs du groupe Contronic avec Michel Dévoré et Christian Urbina. Donc, le groupe Contronic s'intéresse aux propriétés quantiques des circuits électriques, où se pose la question, effectivement, de la cohérence quantique, comment la cohérence quantique rentre en jeu pour fabriquer ces qubits qui sont les briques de base des ordinateurs quantiques, comme les bits, les briques de base de l'ordinateur classique. Et donc, c'est un peu de tout ça qui va nous parler, avec un gros point d'interrogation à la fin. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste dire aussi qu'en plus de tous les résultats scientifiques que tu as eus, tu m'as rappelé que tu avais aussi un rôle structurant pour la recherche en général et que tu étais membre fondateur du Conseil européen de la recherche. Voilà, un petit supplément dans la biographie. Donc, tous ceux qui se font balancer sauront à qui s'attaquer. Ouais. Bon, eh bien, écoute, on a le plaisir de t'entendre. Bon, moi, c'est un plaisir d'être ici. Pour moi, Blandin était un professeur à l'université d'Orsay, mais bon, maintenant, c'est un amphi. Donc, nous allons balayer ensemble le sujet de l'ordinateur quantique, dont vous avez forcément entendu parler par vos journaux, vos quotidiens, vos hebdomadaires ou vos revues scientifiques. Et on va balayer ça, un petit peu le sujet, des promesses jusqu'aux solutions, vous voyez, qui sont un peu moins évidentes. Pour cela, on va reprendre, pour un public un petit peu large, on va reprendre l'histoire un petit peu au début. Et au début, ça va nous amener en 1935. On dit tout de suite, je vais vraiment vous empêcher de faire la sieste. Voilà, donc. Alors, si ça marche, pas vraiment, donc ça marchait tout à l'heure. Bon, on va changer la pile. Hein. Donc, prenons l'histoire en 1935 avec la fameuse controverse entre Einstein et Bohr. Voilà, Einstein, avec ses collègues Nathan Rosen et Boris Podolsky, ont considéré un système physique qui est préparé à un instant initial avec deux particules avec un degré de liberté interne qu'on va considérer comme deux états plus et moins, et ces particules vont être séparées, éventuellement très loin. Le corpus de la mécanique quantique vous dit que ces deux particules, il faut encore les décrire par un état quantique de l'ensemble. Et pour Einstein, cette affaire que de parler d'un état quantique pour deux particules très séparées, ça n'avait pas de sens. Il a clairement dit la physique quantique est incomplète, cette théorie est fausse. Et Niels Bohr lui a tapé du poing sur la table en disant si, c'est vrai. Alors là, cette question un petit peu de débat un peu philosophique entre vieilles barbes aurait pu en rester là si en 1964, John Bell n'avait pas trouvé une solution pour vraiment, en quelque sorte, prouver qu'on pouvait obtenir une réponse à ce débat qui était considéré comme essentiellement philosophique. C'était l'époque où on disait aux physiciens « shut up and calculate », on fait des expériences parce qu'au fond, la mécanique quantique, ça marchait. Alors la philosophie derrière, les gens s'en moquaient un peu. Mais en 1964, voilà, John Bell a trouvé que si on considérait un système dont on était intriqué, alors plus, moins, gauche, droite, plus, moins, dans un état qu'on appelle un état intriqué, alors les corrélations qu'on devait avoir sur les mesures de cet état-là à gauche et à droite, ces corrélations violaient disons, toute théorie un petit peu classique. Donc, on pouvait prouver que la mécanique quantique, on pouvait tester si la mécanique quantique était correcte. Et John Clauser, puis Alain Aspect, surtout avec toute son équipe, dont Alain Aspect en 1982, a démontré que cette violation des inégalités de Bell démontrait une intrication non locale. Donc c'est exact, Bohr avait tout à fait raison, il faut encore considérer cet objet comme un objet quantique, même si ces deux parties sont très séparées l'une de l'autre.
Donc, et ça, c'était en 1982. Et là, ça, cette petite photo, vous voyez la date, 4 octobre 2022, en fait, 11h15. Ça, l'air réjoui d'Alain vous explique un peu qui il avait au bout du fil à ce moment-là. Donc, très peu de temps après, donc à peine 3 ans après, il y a David Deutsch, qui est un théoricien, un mathématicien, théoricien, physicien anglais, qui a trouvé, qui a compris que cette intrication, en fait, c'était une ressource pour effectuer des tâches de calcul. Ça ouais, finalement, très peu de temps, un résultat expérimental qui, finalement, a priori, n'avait pas grand rapport avec le calcul. Alors, pourquoi? Alors, on va reprendre un petit peu le calcul classique. Pourquoi il y aurait du calcul quantique? Alors, vous savez que le calcul quantique, ça a été formalisé par Alan Turing. Donc, ça, c'est une machine de Turing. Mais au fond, tous les ordinateurs dont nous disposons, ce ne sont que des machines de Turing, simplement, essentiellement beaucoup plus rapides. Et ça a été formalisé par von Neumann dans ce qu'on appelle le calcul séquentiel. Donc, on prend un registre de bits. Ici, un bit, c'est un registre qui peut avoir deux valeurs 0 ou 1. Donc, quand on a n bits, eh bien, ça fait 2 puissance n état. Et ce que fait un ordinateur classique, ça n'est qu'une promenade parmi ces 2 puissance n état. Cette promenade se fait en appliquant des portes logiques entre plusieurs bits. Alors, ces portes logiques, vous les connaissez, c'est notamment NAND, c'est-à-dire non et, voilà, c'est l'opération non et entre 2 bits, etc. Et avec toutes ces portes logiques classiques, on peut mettre en place n'importe quel programme de calcul et faire une évolution de ce registre. Alors, ça marche très bien, ces ordinateurs marchent très bien, mais vous savez qu'ils ne sont pas capables de résoudre un certain nombre de problèmes qui ont une difficulté. Il y a les classes de complexité des problèmes, PNP, dont vous avez sûrement entendu parler. Bon, il y a des problèmes qui sont considérés comme difficiles. Et en 1982, je vous ai parlé de David Deutsch en 1985, mais en 1982, il y avait déjà eu un signal très fort, et pas par n'importe qui, par Richard Feynman, qui avait expliqué que la simulation d'un système quantique par un ordinateur classique, eh bien, c'est une tâche de calcul fantastiquement difficile. La meilleure preuve est qu'aujourd'hui, si on essaie d'avoir, mettons, des petits spins comme ça en interaction, alors on va prendre, mettons, un certain nombre de spins où ils sont tous en interaction, ça pourrait être une interaction magnétique, enfin, c'est pas très grave. Donc, en fait, quelques spins en interaction, en fait, la machine classique la plus puissante à ce jour serait à peine capable d'effectuer les calculs de la dynamique quantique d'une cinquantaine de spins. Et 50 spins, si vous voulez décrire un matériau, ben, c'est rien du tout. Donc, je dis qu'un ordinateur classique est complètement incapable de résoudre, donc, de calculer un système quantique. Donc, ce que David Deutsch et d'autres a fait en 1980, c'est de comprendre que les classes de complexité des problèmes numériques sont complètement modifiées quand on a à sa disposition. Alors là, bon, je vais peut-être éviter cette télécommande. Quand on a à sa disposition des ressources quantiques. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Alors, on va considérer un ordinateur quantique basé sur des bits quantiques. On verra qu'il y a une autre façon de faire. Bon, bon. Voilà, donc on va laisser tomber la télécommande qui, quand on met le laser en route, pompe trop d'électricité, visiblement. Donc on a... Alors, un bit quantique, c'est un système physique à 2 états. Alors, il peut en avoir d'autres à des énergies supérieures, mais on va considérer qu'on peut se contenter, pour le moment, de considérer ces 2 états. On va les appeler 0 et 1 par simplicité. Donc maintenant, on va prendre un registre. Alors, un registre, on n'avait pas un bâton, tout simplement. Bon, non. Bon. On va prendre un registre quantique ici au départ. On va l'initialiser dans l'état, chaque bit, on va l'initialiser dans l'état 0. Et ensuite, on va faire évoluer
ces bits quantiques avec, finalement, en appliquant aussi des portes logiques qui vont être quantiques. Alors, il va y avoir des portes à un seul bit. Voilà, une porte X, ça va être une opération qu'on va faire sur ce bit-là. Une porte note, par exemple, ce serait une porte qui inverserait 0 en 1 et 1 en 0. Et puis, on a des portes aussi à 2 qubits. Une porte, donc ici, qui commande un bit 1 qui commande ce qu'on va faire sur un bit 2, etc. Tout ce qu'il faut, c'est finalement savoir assez de portes pour être capable d'explorer l'espace de Hilbert, ici, qui a ces 2 puissance n états de registre comme base. Parce qu'à partir des n bits quantiques, on fabrique 2 puissance n états de base, mais ce ne sont que des états de base. Maintenant, l'évolution de ce système va se faire sur la superposition de ces 2 puissance n états. Donc, à un instant donné d'un calcul, on va se retrouver ici dans un état qui va être très complexe et qui va en général être un état intriqué. Et à la fin, donc on évolue, et à la fin du calcul, on va effectuer des mesures sur chaque bit, chaque registre. Mais la mesure, ici, quand on va lire une valeur sur un bit quantique, tout ce qu'on obtiendra, c'est 0 ou 1. Donc, dans le calcul quantique, la lecture à la fin d'un registre ne donne qu'un des états de base. Donc, on évolue dans l'espace de Hilbert qui est sous-tendu par les 2 puissances en état de base. C'est un espace de Hilbert qui va être très riche, et c'est la richesse de cette évolution qui donne la puissance du calcul quantique. Mais à la fin, la lecture d'un registre ne refournit qu'un état de base. Donc le calcul quantique, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu à part et que moi j'aime bien comparer à la distillation. Quand vous distillez du mou, il y a de l'eau, des esters, de l'alcool, etc. Ici, il va falloir distiller le système de façon à obtenir, au moment où vous faites la mesure, à obtenir une solution du problème que vous cherchez à résoudre. Alors, d'abord, est-ce que c'est intéressant? D'abord, il y a une première propriété qui est intéressante, c'est que la mécanique quantique est linéaire. Donc, si vous appliquez une opération linéaire à une somme d'états, vous avez la somme des résultats. Mais si vous faites une mesure, ça ne nous aidera pas beaucoup à savoir ce que vous avez calculé. Maintenant, il y a quand même des algorithmes qui sont connus, et l'algorithme qui a eu un rôle déterminant pour convaincre les gens de l'importance du calcul quantique, c'est l'algorithme dit de factorisation qui a été trouvé par Peter Shor dans les années au milieu des années 1990. Donc là, cette courbe vous indique un petit peu le logarithme du nombre de... Bon, moi, j'espère que là, il faut changer les piles de temps en temps. Hein. Bon, allons-y. Donc, voilà, donc cet algorithme est intéressant. C'est vraiment du son? Je ne suis pas sûr. Bon, cet algorithme est intéressant parce qu'il est exponentiellement plus rapide que les meilleurs algorithmes classiques connus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des algorithmes classiques plus puissants, on ne les a pas encore trouvés. En fait, comme je vous l'ai déjà un petit peu indiqué, on pense qu'un algorithme quantique avec quelques dizaines, disons entre 50 et 100 bits quantiques complètement parfaits en interaction, ça serait déjà suffisant pour battre n'importe quelle machine classique sur un problème où l'ordinateur quantique a de l'intérêt, bien sûr. Hein, ce n'est pas tous les problèmes. Alors, à quoi cela pourrait servir? À mon avis, la meilleure application de l'ordinateur quantique, ça serait quand même la compréhension des systèmes quantiques. Alors là, il y a une explication qui est relativement simple. Si vous vous intéressez à la chimie, vous avez des orbitales, et dire qu'une orbitale est occupée ou une orbitale est vide
et vide, c'est la même chose qu'avoir une information à un bit. Donc, au fond, le langage de la chimie quantique est naturellement un peu le langage de l'ordinateur quantique. Alors ça a été fait il y a déjà quelques années pour trouver la configuration d'énergie minimale, une toute petite molécule, BEH2. Voilà. C'était un travail d'IBM. Mais ça peut servir aussi en algèbre linéaire, en, en quantum machine learning. Et il y a pas mal d'acteurs du sujet qui s'y sont mis. Alors, il y a les grands des techniques de l'information, que ce soit les Américains IBM, Intel ou Google ou Microsoft, qui se sont jetés un petit peu sur le sujet avec des gros moyens. En Europe, il y a ce qu'était Atos avant, qui a été divisé en morceaux, qui est devenu Evidian maintenant, a fait un émulateur d'ordinateur quantique et du soft. En Chine, vous avez Alibaba. Mais ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a un grand nombre de petites startups dans le domaine. On en reparlera peut-être. Il y en a plusieurs qui viennent du plateau. Pascal, ici à l'Institut d'optique, Candela au C2N, et Alice et Bob, qui est à Paris. Et il y en a encore plusieurs autres, en Île-de-France notamment. Alors maintenant, si vous allez voir ce que IBM, alors IBM vous promet un futur grandiose et de sauver un peu l'humanité sur un petit peu tous les grands problèmes qu'elle peut rencontrer. Bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet, bien sûr, mais c'est quand même intéressant de voir un peu comment il se positionne vis-à-vis du grand public. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un ordinateur quantique? Il faut d'abord des bits quantiques. Ces bits quantiques, on puisse les manipuler. Donc, il faut déjà être capable de manipuler complètement chaque bit quantique. Il faut être capable de les faire interagir de façon à explorer entièrement l'espace de Hilbert qui est sous-tendu par les bits quantiques du registre. Alors, et il faut ensuite être capable de faire de la lecture avec une grande fidélité. Tous ces critères, qui sont des critères un petit peu de bon sens, ont été établis par David Di Vincenzo, et c'est les critères de Divi. Alors, ça paraît pas trop compliqué comme ça, mais évidemment, il y a un problème, c'est qu'il faut maintenir la cohérence quantique pendant toutes les opérations, ici, du moins toutes les opérations, tant qu'elles sont unitaires, tant qu'on ne projette pas. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on fait sur un bit quantique. D'abord, on va toujours faire une description un petit peu sur la serre de blocs. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de mécanique quantique depuis longtemps, je rappelle que cette représentation, c'est une simple serre unité. On va mettre un des états du bit quantique au pôle nord, l'autre au pôle sud, et ça va permettre de décrire assez simplement les opérations qu'on peut faire dessus. Par exemple, une transformation à partir de l'état fondamental 0 avec une simple rotation autour de l'axe X et on va fabriquer une superposition ici de 0 et de 1 avec des coefficients cosinus et sinus. Ce sont les oscillations dites de Rabi. On va comme ça pouvoir fabriquer des superpositions d'états quantiques des deux états du registre. On va pouvoir aussi faire. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi c'est difficile. C'est difficile, comme je vous ai déjà un peu introduit, c'est que dès qu'on se couple un environnement, en fait, on va introduire de la décohérence. Et la décohérence, c'est un peu la mort de votre système quantique. Il va falloir un petit peu agir sur le système quantique, et dès qu'on agit sur le système quantique, on va le coupler à d'autres degrés de liberté qui n'ont à avoir qu'une seule envie, c'est de faire passer votre bit quantique dans un état, de le projeter dans un état un peu 0 ou bien 1. Alors, ces erreurs, il va y avoir des erreurs, par exemple, si l'état 1 a une énergie supérieure, il y a une erreur bien connue qui va être la relaxation de l'énergie. Voilà, le bit quantique va mettre son énergie dans l'environnement. C'est un processus dit de relaxation. Si ici, il y en a qui font de la résonance magnétique ou de la résonance paramagnétique, ils connaissent bien ou même de la physique, un peu n'importe quel système quantique, ils connaissent bien ces processus de relaxation. Alors, on appelle en général T1, c'est un temps de
de relaxation, le T1, et la probabilité que ça arrive, c'est d'ordre T sur T1 au bout d'un certain temps. Maintenant, si vous avez préparé une superposition ici de deux états, par exemple, cet état le long de l'axe X, ça sera 0 plus 1 sur racine de 2. S'il évolue dans le temps qu'il est là, il va y avoir des erreurs qui vont changer cette phase ici entre l'état 0 et l'état 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une erreur de déphasage. Et la décohérence, c'est caractérisé par un temps dit de cohérence qui est limité par et la relaxation et par le déphasage. Allons-y. Alors, les physiciens se sont dit, mais tout physicien qui avait un système quantique dans son laboratoire s'est dit, mais le mien est le meilleur pour ça. Alors, ça a commencé par les gens de la résonance magnétique nucléaire. Donc, il y avait des molécules avec des spins en interaction magnétique ou d'échange. Voilà. Alors, c'est bien, mais chaque fois, ça marchait. Mais chaque fois que vous voulez faire un nouveau programme, il va falloir changer la molécule et changer la structure. On voit bien que ce n'est pas très compliqué. Alors, il y a des objets qui sont très quantiques, ce sont les photons. Un photon peut traverser ici cette salle sans interagir, mais justement, il est très quantique parce qu'il interagit avec rien. Donc, la manipulation des photons va être quelque chose de compliqué. Alors, il y a une solution qui a été trouvée, mais ce n'est pas avec une architecture de bits quantiques, c'est avec des couplages et ensuite des mesures. En fait, avec une architecture de lignes ici, d'une guide d'onde photonique couplée, on peut arriver à faire, pas l'équivalent de porte, mais on peut quand même arriver à faire un ordinateur quantique, mais ça, c'est plus complexe, ça n'empêche pas. Donc, il y a une entreprise ici sur le plateau, c'est Candela, qui a déjà un petit ordinateur à quelques bits. Il y a aussi les ions piégés. Alors là, ici, vous avez une petite puce sur laquelle cette photo montre vraiment des ions piégés. Alors, ces ions, comme ils sont chargés, ils sont en interaction électrostatique. Donc, c'est ça l'interaction. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont tous couplés les uns aux autres. Il n'y a pas qu'un couplage entre premiers voisins. Ça, c'est une image de Chris Monroe de la compagnie IonQ. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais on peut se demander, franchement, ça serait beaucoup mieux si on avait un circuit électrique. Nos ordinateurs sont des circuits électriques. On sent bien que tous ces systèmes, ce sont des usines à gaz extrêmement complexes pour lesquelles la montée en taille, ce qui est dans la scalability, donc scalabilité en mauvais français, dont la montée en taille pose vraiment problème. Ce sont vraiment des vraies usines à gaz. Alors, les ordinateurs, disons, les systèmes quantiques, électriques, en général, ils ne sont pas quantiques. Donc, les variables électriques d'un circuit sont des variables collectives dues par le mouvement de tous les électrons, c'est les courants électriques. Je vais essayer de réveiller tout le monde dans la salle, là. Bon, pas encore. Bon, ça viendra. Donc, en général, on peut se demander, est-ce que tous les systèmes électriques sont classiques, vraiment comme ça? Et c'est Tony Leggett qui a eu, en 1980, une idée assez géniale. Il a démontré que si on considérait un composant supraconducteur qui est une jonction Jefferson, donc ça n'est qu'une barrière tunnel entre deux électrodes supraconductrices. Donc, deux électrodes qui, dans l'état normal, sont couplées par effet tunnel. Quand les électrodes deviennent supraconductrices, en fait, le couplage va donner une dynamique à la différence de phase supraconductrice entre les deux électrodes. Un supraconducteur, ça a une phase, une jonction Jefferson, ça a une différence de phase, et c'est ça le degré de liberté électromagnétique de cette jonction. Et ce que Tony Leggett a montré, c'est que si on comprenait la dynamique de cette phase dans le régime où la phase est classique, alors on était capable de prédire la dynamique dans le régime où elle serait quantique. Et ça a ouvert la porte à tout un ensemble d'expériences. Alors ça, c'est Brian Josephson, quand il était encore très, très jeune, donc, et avant qu'il fasse des expériences de lévitation. Alors, ces expériences, elles ont été faites dans le groupe de John Clark à l'université de Berkeley, notamment par John Martinis et Michel Devoré, dont Michel était postdoc chez John Clark. Donc là, on a un circuit avec une jonction Jefferson, c'est la croix que vous avez ici, une jonction
ça vient avec sa capacité, éventuellement une dissipation. Ça, et on a commencé à monter une équipe. Ça, c'est un peu une bande des quatre. Alors, il y a Michel Devoré, Christian Rubina, John Martinis et moi. Et si je fais rien, c'est que simplement je mange plus vite que les autres. Voilà. Alors, ces expériences ont montré qu'il y avait effectivement que la jonction pouvait avoir des niveaux quantiques. Et plus tard, à Saclay, on a même fait des circuits. On avait une jonction Jefferson couplée à une ligne de transmission. C'était le début de l'électrodynamique quantique des circuits, mais ça, on ne le savait pas à cette époque-là. On n'en a pas fait la publicité. Alors, bien plus tard, dans notre équipe, on a eu la thèse de Vincent Bouchard. Alors, sur la boîte à paire de Cooper. Alors, la boîte à paire de Cooper, c'est un circuit vraiment extrêmement élémentaire. C'est notre atome d'hydrogène des circuits électriques. Donc, on a ici une petite électrode supraconductrice qui fait une jonction Jefferson avec une autre électrode supraconductrice. Donc, on a un petit peu 1 degré de liberté d'une jonction Jefferson et c'est connecté à une source. Et ici, on a encore une capacité. Donc, on a cette île qui est en quelque sorte connectée à une source U par une capacité d'un côté et une jonction Jefferson de l'autre. Donc, le circuit il est représenté ici, tout simplement. Et à ce moment-là, on a 1 degré de liberté, la phase supraconductrice de cette île. Et cette phase supraconductrice, elle est conjuguée au sens quantique du terme avec le nombre de paires de Cooper qui sont entrées annexées dans l'île. Ça fait 1 seul degré de liberté. Comme X, au lieu d'avoir X et P, on a θ et N. Alors, et on a un bouton de contrôle qui est la tension VG, qui est le nombre en quelque sorte de paires que vous essayez d'attirer dans cette île avec cette petite capacité. Donc, ça, c'est un peu comme notre atome d'hydrogène. C'est un Hamiltonien qui est très simple. Il y a une partie électrostatique qui est N, c'est pas N carré, parce que comme il y a une polarisation en charge, c'est enfin N moins NG, où NG est le nombre de paires qu'on essaie d'induire, CG, VG divisé par 2E. Donc, ce n'est pas N carré, c'est N moins NG au carré. Et ici, c'est le couplage Josephson, ce qui avait été démontré par Brian Josephson quand il était encore presque étudiant, je pense. Voilà. Donc, c'est un couplage, une énergie qui est en cosinus de la différence de phase entre les deux électrodes. L'avantage de cet Hamiltonien, c'est que c'est très simple et il est vraiment soluble. Donc là, on va regarder un petit peu les solutions des états de cet Hamiltonien en fonction de la charge qu'on essaie d'induire, mesurée en nombre de paires de Cooper. Alors, on retrouve des paraboles ici qui seraient des paraboles d'électrostatique pure, mais ici, quand on arrive à n égale 1,5, où finalement, on a le couplage Josephson, les deux états électrostatiques ont la même énergie, et à ce moment-là, le couplage va introduire finalement voilà, un gap entre deux états. Le couplage va en quelque sorte introduire ici un splitting. Maintenant, si on regarde l'état quantique, on peut le présenter en nombre, en variable nombre, ou en variable phase. On a des fonctions d'onde ici, en phase, ou en nombre, on a juste des amplitudes. Et on peut les présenter pour l'état fondamental ou pour le premier état excité. Donc ça, c'est un circuit finalement très simple. On aurait pu le trouver avant, mais on est arrivé à ce moment-là. Et c'est ce qui a permis de faire les premiers bits quantiques basés sur cette boîte à paires de Cooper. Alors avec Vincent, on a regardé l'état fondamental et on a démontré que l'état fondamental, effectivement, il y avait 0 paire de Cooper ou bien une paire de Cooper, mais ici, quand on était à NG égale 1,5, quand on attirait une demi-paire dans l'île, eh bien en fait, on avait ici, c'était compatible avec une superposition de l'état 0 et de l'état 1. Donc l'état quantique ici est en quelque sorte une superposition de deux états de charge qu'on pouvait distinguer. Donc on avait déjà une superposition quantique, mais c'est Yasu Nakamura, Yuri Pashkin et Chen Sai qui, 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, ont réussi à obtenir de façon assez indirecte des oscillations de Rabi, donc de la cohérence quantique
entre deux états. Donc ça a été un petit peu le début des circuits quantiques. Ah, oui. J'avoue très honnêtement que c'était un petit peu vexant pour nous, mais bon, on s'est un peu rattrapé et très rapidement, on a réussi à obtenir un bit quantique qui était avec une lecture de l'état quantique en un coup et surtout une protection contre le déphasage. Donc on a fait des oscillations de Ramsey, on en reparlera. Donc ça, c'était en 2002 et on a gagné un facteur 100 sur la cohérence quantique de ce circuit. Et ça n'était que le début de l'histoire, puisque très peu de temps après, à l'université de Yale, où Andreas Wallraff était postdoc chez Rob Scholkoff, une nouvelle version a été imaginée où la boîte à paires de Cooper était couplée à un résonateur micro-ondes. Et l'intérêt de ce résonateur micro-ondes, c'est qu'il va permettre de faire la lecture de l'état quantique de façon plus efficace que ce que nous faisions, nous, à Saclay. Donc voici, par exemple, un exemple de lecture d'état quantique. Ça, c'est un résultat récent sur un circuit dans le groupe. Là, donc on mesure ici, on envoie une impulsion micro-ondes et on regarde un petit peu l'impulsion qui ressort. Et cette impulsion, on va la regarder, disons, dans le référentiel tournant avec les amplitudes complexes X et Y. Et vous voyez que les amplitudes, les signaux qui ressortent ici sont des signaux qui sont vraiment très bien séparés pour les deux états quantiques, 0 et l'état 1. Donc cette version de la boîte à paires de Cooper est en fait une version qui ressemble beaucoup plus à un oscillateur légèrement anharmonique. Donc on a deux niveaux 0 et 1 qui font le bit quantique, mais on en a d'autres qui sont finalement pas tellement au-dessus. En pratique, pour atteindre ce régime dit de phase, on va mettre la jonction ici, on va la mettre en parallèle avec une assez grande capacité, et cette capacité, on va la faire par des doigts, c'est une capacité interdigitée. Alors les ordres de grandeur, typiquement, les fréquences dont on parle, ça va être dans le domaine micro-ondes 5 à 10 GHz, ce qui fait qu'à très basse température, dans un frigo à dilution, le système sera dans son état fondamental. Alors, le progrès ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des progrès notamment récents dus au travail d'Andrew à Princeton, où en utilisant du thallium pour le circuit et avec des méthodes de nettoyage, il a encore amélioré colossalement le temps de cohérence. Et le dernier résultat d'IBM, je pense que ce n'est même pas publié, je pense que ça doit être sur Twitter, ce genre de choses. En fait, ce n'est pas très sérieux, mais je pense que c'est correct. Là, les temps de cohérence sont atteints maintenant la milliseconde. Mais là, on parle de bits quantiques. Merci Emmanuel, ça sera bienvenu, si vous permettez. C'est ton ordinateur? Non. Voilà. Donc, mais tout ça, ce sont des qubits individuels, pas vraiment des ordinateurs. Alors, où en sont les processeurs quantiques? Alors, les processeurs quantiques, bon, on en a fait donc en contronique. Donc, ça, c'était avec la thèse d'Andreas Dewes. On a fait un ordinateur quantique minimal avec 2 bits quantiques. Donc, 2 bits quantiques, ça fait 4 états. Un espace de Hilbert à 4 états de base. Voilà. Mais on a fait tourner un algorithme quantique qui est l'algorithme de recherche de Grover. Alors, vous avez imaginé 4 gobelets, il y a une pièce qui est dessous, il faut trouver où est la pièce. Alors, un algorithme classique pour trouver ça, ben, il n'y a rien de subtil, c'est vous prenez un gobelet vous, au hasard, vous soulevez, vous avez une chance sur 4 de trouver. Et il n'y a rien de... on ne fera jamais mieux. Hein. Maintenant, il se trouve qu'il y a un algorithme quantique, en fait, qui permet d'obtenir le résultat avec un seul pas d'algorithme. Alors, le pas d'algorithme est un peu plus compliqué que soulever un gobelet, mais il n'y en a quand même qu'un seul. Alors,
le problème, c'est il faut le voir un petit peu, le codage. Vous avez ici donc la boîte que l'on a sélectionnée, c'est ici des rotations autour de l'axe Z. On a mis plus ou moins pi sur 2. Ici, on a le choix, vous voyez. Il y a 4 combinaisons possibles. Donc, vous imaginez que quelqu'un a réglé les appareils pour mettre une de ces 4 combinaisons. Il faut trouver laquelle. Eh bien, en un pas d'algorithme ici, on a le résultat. La lecture vous fournit les résultats. Alors, ça marche pas de la même façon toutes les combinaisons, mais dans l'ensemble, ça marche avec une fiabilité de 60%. Et 60%, c'est quand même bien supérieur à un quart d'un algorithme classique. Ça n'est qu'une preuve de concept pour quelque chose de très, très rudimentaire. C'est rien de juste une preuve de ce qu'on appelle le quantum speed-up. Mais bon, ça fait un petit peu rigoler, je vous l'accorde. Alors, on s'est demandé un petit peu est-ce qu'on peut monter en taille. Donc, on a commencé à monter en taille. En 2015, on avait un ordinateur à 4 bits quantiques, mais d'abord, il ne marchait pas très bien. Et puis, monter en taille, 4, c'était encore vraiment rien. Ça n'est intéressant que si on atteint ce qu'on appelle l'avantage quantique. Et l'avantage quantique, ça serait effectuer une tâche de calcul d'une façon plus efficace et plus rapide qu'un ordinateur classique. Donc ça, c'est le Graal que tous les grands du sujet recherchent. Alors, pourquoi c'est difficile? Eh bien, je vous ai dit que la décohérence était très difficile quand il s'agissait d'un bit quantique unique, mais quand ici, on a tout un ensemble, tout un registre bit quantique, la décohérence, toutes les erreurs sur les portes à 1 qubit, à 2 qubits ou à la lecture, toutes ces erreurs sont dramatiques. Donc, en 2019, Google a fait fonctionner un processeur avec une 50aine de bits quantiques. Mais surtout, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'ils ont mesuré un petit peu, de façon assez indirecte, mais schématiquement, on va dire, on va accepter qu'ils ont fait une mesure de la fidélité de l'opération après un certain nombre de portes sur un certain nombre de bits quantiques. Et la conclusion, c'est que la fidélité décroît très très vite avec le nombre d'opérations réalisées. En un mot, même si vous avez des opérations à 2 bits quantiques ou qui sont très fidèles, une fidélité, mettons, on va supposer une fidélité de 0,99 quelque chose, voilà, eh bien 0,99 quelque chose à la puissance grand N, ben, ça vaut 0. Dès que N est intéressant, ça vaut 0. Autrement dit, l'avantage quantique, c'est un Graal qui semble complètement hors de portée avec des machines telles qu'elles sont, à moins d'avoir un grand nombre de 9 ici derrière. Alors, bien entendu, on se dit, il n'y a qu'à faire de la correction d'erreur. D'ailleurs, les ordinateurs dont nous disposons ici, ils font de la correction d'erreur. Ils font des corrections ils regardent la parité des registres, des choses comme ça. Ils détectent des erreurs et s'il y a une petite erreur dans des parités, eh bien, ils vérifient. Mais ça ne marche pas en physique quantique pour une raison très simple. On ne peut pas utiliser la redondance en physique quantique parce qu'on ne peut pas faire de copie d'état quantique. C'est interdit par les lois fondamentales de la physique quantique. On ne peut pas faire la copie d'un état quantique qu'on ne connaît pas. On ne peut pas copier l'information quantique et ça rend la correction d'erreurs pratiquement hors de portée. Alors, les théoriciens ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont quand même réussi à inventer des architectures tolérantes aux fautes. Alors, l'architecture tolérante aux fautes la plus populaire, qui a été mise au point au début des années 2010, c'est une architecture dite de code de surface. Donc, on va voir ici tout un réseau de bits quantiques. Il y en a 1 sur 2 qui sera pour les données et 1 sur 2 qui sera là juste pour voir s'il y a eu des erreurs de fait et comment les corriger. Alors, ça va un petit peu corriger. Le gros problème de cette stratégie, c'est que pour faire un seul bit quantique logique avec le code de surface, il va en falloir 1000, 10 000 ou peut-être 100 000 bits quantiques physiques. Donc, il y a un surcoût en termes de ressources physiques
qui est totalement, qui n'est pas, qui à mon sens et au sens de beaucoup de monde n'est absolument pas raisonnable. Alors je ne vais pas trop commenter ces courbes-là, mais essentiellement, disons, en fonction du nombre, de la probabilité d'erreur par pas, le nombre de qubits qu'il va falloir va devenir, si on veut qu'il n'y ait pas du tout d'erreur pour les qubits logiques à l'arrivée, il va déjà falloir des bits quantiques à la base déjà très bons, si on veut atteindre un petit peu le... Voilà. Alors D, ça n'est que la taille ici. Disons, on va ici, un bit quantique logique, ça prendra un carré de D, ça prendra D carré spin, D carré qubit physique. Voilà. D, c'est une taille, mais le nombre, ça sera D carré. Donc, vous voyez que très vite, pour avoir, ça va être de façon, si on veut qu'il n'y ait pas du tout d'erreur sur les qubits logiques à l'arrivée, il va falloir un nombre, disons un nombre vraiment énorme de bits quantiques physiques. Ça n'est pas raisonnable. Et si vous voulez un pourfendeur de tout ça, vous faites appel à Xavier Viantal, il connaît bien le sujet. Alors, les théoriciens ne sont pas arrêtés là, et il y a des travaux récents, en fait, avec des nouveaux codes qui ne sont pas tout à fait des codes de surface. Ils prétendent qu'ils ont trouvé des solutions avec un surcoût plus faible, mais c'est plus faible, mais ça va être encore plus compliqué. Alors ça, c'est une autre courbe où en fonction du taux d'erreur, voilà, disons qu'avec 288 qubits physiques, donc ils arriveraient ici avec des taux d'erreur physiques pas trop faux, disons, on va dire une erreur typique d'un millième, ils arrivent quand même à faire un qubit physique qui n'aurait pas trop d'erreur. Ça reste quand même très très complexe, mais ça, disons, ce qui était considéré il y a encore quelques mois comme complètement impossible, là, les théoriciens ont trouvé peut-être un échappatoire à ce problème de surcoût. Alors, voici un petit peu les roadmaps des grands du sujet. Alors, ça, c'est celle de Google. Alors, pour le moment, ils en sont quelque part par là. Hein. Voilà, le prototype de qubit, il n'existe pas. Ça, c'est leur dernier papier sur le sujet. Voilà, là, c'est un code en quelque sorte. Voilà, là, c'est un code 1, 2, 3, 4, 5. C'est un code avec D égale 5. Donc, on code sur 25 qubits physiques. Alors, ils sont prêts un petit peu de faire du gain en corrigeant. La fidélité de l'opération du qubit ne décroît pas quand ils commencent à appliquer des opérations de correction. Enfin, voilà, il faudrait qu'en 2029, ils arrivent vraiment à avoir un processeur entièrement corrigé. Ça, c'est pour Google. Mais ça, c'est la roadmap d'IBM. Alors, ils en sont là, ça, c'est publié. Ils ont des circuits, mais il n'y a pas d'avantage quantique et il n'y a absolument rien de publié sur ce qu'ils sont censés faire en 2023. Enfin, ils sont censés commencer ici à faire un petit peu de la suppression d'erreurs, ou du moins de la mitigation, c'est-à-dire de rendre les erreurs un petit peu moins graves, voilà, etc., et faire de la correction d'erreurs. Donc en 2026 et au-delà, ils sont censés avoir des processeurs avec correction d'erreurs. Bon, à vous de voir si vous voulez acheter des actions IBM pour ça. Alors, maintenant, il y a les spins. Vous avez sûrement entendu parler des spins dans les semi-conducteurs. Alors, le CEA est un peu impliqué à Grenoble. Voilà, il y a des architectures de spin, des architectures planaires, mais en toute honnêteté, les codes, les spins, les qubits semi-conducteurs sont intéressants parce que si on savait fabriquer les briques de base avec les outils de la microélectronique actuelle, alors on saurait en faire beaucoup. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas fabriquer les briques de base, c'est-à-dire les qubits ou les portes logiques de base, elles n'existent pas. Pas encore. En tout cas, rien qui puisse se faire par les technologies de la microélectronique. Alors maintenant, les physiciens de la recherche fondamentale, ils se disent soit il faut bien faire des meilleurs qubits, alors on peut continuer sur le transmon,
Et il y a toute une voie de recherche pour faire des progrès sur le transmon. Donc, alors, l'espoir est d'avoir un qubit logique avec le code de surface bientôt. Ça, il faut de gros moyens. Vous avez bien vu, bon, ce sera plutôt le travail des gros. Donc, Rigetti, ça ne vaut déjà plus rien en bourse. Donc, ça, je ne sais pas où ils vont aller. Mais il y a des nouvelles compagnies, mais il y a du progrès de ce côté-là. Ou alors, on reprend la question à la base, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire des qubits avec des conceptions complètement différentes. Donc là, je vais vous parler de 3 types de conceptions. Alors, une première, c'est plutôt des variables dites continues. On va prendre un petit peu, là, on va parler carrément de mode d'un résonateur. On va prendre un résonateur micro-ondes. J'en parlerai un petit peu plus tard. Là, c'est juste un outline. Voilà. L'intérêt, c'est que ça sera une architecture tolérante aux fautes et qu'ils pourront en quelque sorte faire des corrections de façon simple. Alors là, il y a l'ENS à Paris, l'équipe Quanting Team, il y a Yale, il y a Alice et Bob, et un nouveau venu, c'est Amazon, qui est un nouveau venu dans le domaine, qui a choisi un petit peu, qui semble avoir choisi cette voie-là. Et là, leur but, c'est de sortir en bit quantique logique dans pas trop longtemps. Il y a aussi toutes les idées un petit peu sur la topologie. Alors là, il faut en quelque sorte, avec des circuits qui ont des topologies un petit peu plus complexes, il y a un espoir de supprimer la décohérence en quelque sorte par la conception du circuit. Alors ça, il y a des travaux, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas encore de résultats complètement probants. Et il y a une autre direction qui est celle qu'on développe un petit peu dans notre équipe, mais pas uniquement pour l'axe calcul quantique, c'est d'utiliser d'autres objets quantiques. Alors, si un objet quantique qui est très cohérent pour les physiciens, c'est un petit peu c'est un petit peu le spin. Vous savez que le spin c'est peut-être l'objet quantique qui est le plus cohérent qui existe. Alors, donc, c'est avec des cohérences termes, des temps de cohérence allant à la seconde. Mais évidemment, s'ils sont très cohérents, une fois de plus, c'est parce qu'ils n'interagissent pas avec leur environnement. Donc, ils vont être. Oui, Marco, tu as parfaitement raison. Et oui, oui. On revient, on revient à la case départ. On revient à la case départ, mais c'est peut-être pas plus mal. Hein. Voilà, ils vont être difficiles à contrôler, et à coupler, etc., etc. Alors quand même, l'affaire d'Alice et Bob est intéressante parce qu'on va prendre ici, donc on va prendre un résonateur, on va prendre des états cohérents. Alors, un état cohérent, c'est donc dans l'espace, vous voyez, vous avez un oscillateur harmonique qui tourne en rond. Un état cohérent, c'est quelque chose qui est autour d'un état classique. Un état cohérent, ça va avoir une amplitude. Voilà, on va mettre alpha, par exemple, on va superposer alpha avec moins alpha. Donc, on serait un résonateur qui aurait une phase 0 à additionner un état avec une phase pi. C'est comme si on avait une poutre voilà, qui tourne, qui oscille avec les deux mouvements et on superpose 2 mouvements de cette poutre. Ça serait un état cohérent. Alors, c'est intéressant parce que si on a de la dissipation, et ça, on arrive à le faire, de la dissipation pour un processus à 2 photons, un processus à 2 photons, en fait, ça stabilise des états cohérents. Voilà. Et donc, quand la dissipation dominante est un processus à 2 photons, alors on va pouvoir en quelque sorte stabiliser ces états et ensuite on va même pouvoir ici, avec des circuits de pompage adaptés, on va pouvoir supprimer un petit peu la relaxation. Bon, ça, c'est une expérience qui a été faite par l'équipe quantique de l'école normale, où en fonction ici du nombre de photons dans la superposition d'états cohérents, ils arrivent à améliorer le temps de bit flip, donc le temps de vie du qubit, ils arrivent à l'améliorer d'une façon importante. Donc c'est une preuve en quelque sorte, pas de la correction complète, de la correction de la décohérence, mais c'est quand même une preuve de la correction, de la relaxation, de la partie relaxation de la décohérence. Et ils pensent pouvoir encore continuer et arriver
avec abattre un petit peu vraiment la décohérence. Et surtout, c'est le mathématicien là, c'est Maziar Mirami, qui est, qui est à l'INRIA et à l'École des Mines, son étudiant Guillaume, qui est maintenant lui chez Alice et Bob. Ils ont proposé une architecture complète avec, disons, disons, un overhead avec un surcoût relativement faible. D'ailleurs, chaque qubit ici devient complexe. Chaque qubit est lui-même un petit objet quantique un peu compliqué qui est corrigé, mais le nombre qu'il va en falloir pour fabriquer un qubit logique parfait va être réduit. Donc, il pense qu'ici, le facteur multiplicatif, ça sera de quelques dizaines. Voilà, on va dire une centaine, au lieu de 10 000 ou 100 000 peut-être bits quantiques physiques pour le code de surface. Donc ça, c'est une des stratégies qui est développée à Yale, chez Amazon, et à l'école normale et chez Alice et Bob. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la même chose, il y a un doublon là. Alors maintenant, on va parler des spins. Alors, il y a un travail pionnier dans le domaine qui a été fait avec des centres NV. Ce sont des atomes, disons, d'azote qui sont inclus dans le diamant. Et quand on en rajoute ici un atome d'azote dans du diamant, on a un état avec un état électronique piégé. Et cet électronique piégé va être en interaction avec les spins nucléaires, ici, du carbone, qui sont... le carbone n'est pas toujours 12, voilà, il y a des spins, il y a du carbone 13 qui a des spins nucléaires. Ça, c'est un travail qui est... Alors, le centre NV, ça se mesure, c'est un système quantique très intéressant parce qu'on peut le mesurer facilement à température ambiante avec de l'optique, ou même à froid. Et ce travail a montré qu'on pouvait en quelque sorte manipuler comme ça un registre avec un électron, un spin électronique, couplé à des spins nucléaires. Alors ça donne envie d'aller voir un petit peu des systèmes qui seraient intéressants pour des circuits électriques. Et là, je vais vous parler ici d'un système qui est CaWO4, le tungstate de calcium, avec des spin-erbium inclus en impureté. Alors, ces spin-erbium, ils vont avoir un spin électronique. Donc, ça va être une impureté paramagnétique. Pour ceux qui font de la résonance, c'est une impureté paramagnétique connue, l'erbium. Voilà. Alors, on a notre spin d'erbium. Ben, il sera éventuellement couplé par un couplage hyper fin au spin nucléaire du tungstène. Alors là, il y a quelques niveaux quantiques avec le spin électronique en bas et des spins nucléaires, un spin nucléaire proche qui est essentiellement l'énergie donnée par le spin électronique, mais il y a le couplage hyperfin A fait un splitting entre les niveaux et le noyau qui peut être up ou down ici. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, on peut avoir des transitions croisées qui changent un petit peu l'état du spin nucléaire. Et maintenant, si ici on a une transition, eh bien, il va y avoir émission éventuellement d'un photon. Et cette stratégie de sélection de transition avec émission de photons, c'est ce qu'on va essayer d'exploiter. Alors, on n'en est pas encore là, mais je vais vous parler un petit peu donc, des circuits hybrides que l'on a développés dans l'équipe. Et ici, le PI dans l'équipe pour les circuits hybrides, c'est donc Patrice Berthet. Et là, je vais vous parler donc d'un travail de thèse qui a été réalisé par Audrey Bienfait. Voilà, si on prend ici des spins électroniques couplés à un résonateur micro-ondes, et si le couplage est assez fort, alors le processus de relaxation des spins électroniques, ça sera l'émission de photons ici dans ce résonateur. C'est quelque chose qui a été découvert par Edwin Purcell dans les années 1940, au tout début de la résonance magnétique. C'était vraiment, il était très précurseur. Donc cet effet qui s'appelle l'effet Purcell a été ensuite mis en évidence, mais plutôt dans les domaines en physique atomique. Et là, on a eu la première mise en évidence de l'effet Purcell pour des spins couplés en résonateur. Alors en général,
ce canal de relaxation, en général, il n'a aucune importance parce que les spins ne sont jamais assez couplés au résonateur. Mais en faisant des nanorésonateurs, donc Audrey a réussi à obtenir cette courbe du temps de relaxation. Ça, c'est quand le nanorésonateur est en résonance avec les spins. Alors, les spins sont mis en résonance avec un champ magnétique, hein, bien sûr. Voilà, ici, on a plus de relaxation. Donc, quand le nanorésonateur ici est en résonance avec les spins, vous voyez, on a plusieurs ordres de grandeur pour la relaxation. Donc, ce régime Purcell est vraiment intéressant parce qu'il va nous permettre un petit peu de manipuler les spins électroniques. Alors, on va continuer avec, il en manque un morceau, voilà, avec le travail suivant qui est dû au détecteur de photons mis au point par Emmanuel Fluren dans ce travail-là, et Raphaël Lescan, enfin, Emmanuel Fluren. Donc là, on va prendre des spins couplés en résonateur, en régime Purcell. Donc quand ils vont relaxer, ils vont envoyer un photon ici, et ici, on va mettre un détecteur de photons individuel. Voilà, et ce détecteur de photons individuel, ça fera un clic quand un photon arrivera. On aura un clic et on saura en quelque sorte qu'un spin a relaxé. Alors, on peut se demander comment marche ce détecteur de photons individuels. En fait, il va utiliser un processus non linéaire et un bit quantique. Alors, le processus non linéaire, on va prendre le photon qu'il faut détecter ici et on va le mélanger avec un photon de pompe. On va avoir un circuit supraconducteur qui, en mélangeant ces deux signaux, arrive à exciter un bit quantique, à le faire passer de l'état 0 à l'état excité. Excité qui est en haut ici. Donc, alors évidemment, il faudra qu'on ait une relation un petit peu cette forme. Donc, le photon du signal plus le photon de la pompe, il va falloir que ça fasse l'énergie du bit quantique qu'on veut exciter, mais aussi d'un résonateur supplémentaire qui n'est pas encore montré là. Non, bon, que je ne vais pas vous montrer, mais un résonateur supplémentaire qu'on va appeler le résonateur poubelle parce que son temps de vie va être très court. Donc cette transition, quand elle se fait, ici le résonateur poubelle ayant un temps de vie très court, le processus quantique inverse ne se fera pas. Ça sera donc irréversible. Alors je n'ai pas trop le temps de vous expliquer tout ça en détail, mais je vous assure que si je le faisais, vous comprendriez. Alors ça, c'est dans le travail de thèse d'Emmanuele, assez récent. Alors, on va passer maintenant à la détection d'un spin unique, où ces deux étudiants ont apporté des contributions. Donc là, on va voir un résonateur qui va être fabriqué à la surface d'un cristal de CaW4 ici. Et ici, le résonateur va être un nanophile qui va être éventuellement très près d'un des spins électroniques dans le cristal. Alors, le résonateur, il est ici. Le nanophile, il est juste, on ne le voit pas là. Mais ce résonateur, on va le mettre ensuite dans une boîte de cuivre. Cette boîte de cuivre, on va la connecter ensuite, dont les signaux arrivent par là et repartent aussi par là. On va la connecter à un détecteur de photons individuels, dont le circuit est ici. Ce détecteur de photons individuels, c'est essentiellement des résonateurs micro-ondes. Ça, ce sont des choses qui sont actuellement très au point. Ça se simule en électromagnétisme. Et on a aussi un bit quantique. Donc l'idée, c'est d'avoir ici, de façon schématique, dans notre résonateur, notre spin, notre inductance. Donc là, on envoie des signaux. On les envoie ici vers le bit quantique et on détecte. Alors l'expérience, elle est un peu, voilà, en pratique, c'est dans un réfrigérateur à dilution. On met tout ça dans un champ magnétique complètement orientable. Alors on a ici notamment quand même, on a ce qu'on appelle un amplificateur quantique, c'est un TUPA, c'est un amplificateur qui permet d'atteindre la limite
ultime autorisé par la physique quantique pour l'amplification d'un signal. Et là, vous avez encore une photo du circuit. Alors, là, c'est un point, je voudrais que tout le monde se réveille. J'ai dit tout le monde. Bon, parce que c'est un point de physique assez fondamental. Pourquoi cette stratégie est-elle intéressante? C'est que si vous avez ici un spin qui émet un photon de fluorescence, voilà, un spin qui émet un photon de fluorescence et qui va vers un détecteur ici de photons individuels, mais cette stratégie, elle n'est pas limitée par le bruit quantique. Si vous branchez un amplificateur sur un résonateur, vous aurez toujours du bruit en sortie. Mais ce bruit en sortie, si c'est du bruit de point zéro, il ne fabriquera jamais de photons. Donc le bruit de point zéro, si vous le mesurez, vous trouverez du bruit, même beaucoup, voilà, c'est à la limite une quantité infinie, mais vous n'en extrairez jamais un photon de ce bruit quantique de point zéro. C'est pour ça que cette stratégie de mesure, plutôt que de mesurer le champ électromagnétique, de mesurer les photons fournis par ce signal, cette stratégie n'a pas les mêmes limites quantiques en bruit. En fait, elle n'est limitée que des limitations techniques qui ne sont pas forcément faciles. Par exemple, si vous avez des photons parasites qui atteignent le détecteur ici, bien vous aurez du signal quand il n'y en a pas. Si votre qubit est excité, vous aurez aussi du signal quand vous n'en voulez pas. Mais actuellement, l'efficacité arrive à être assez bonne et les performances sont déterminées par ce qu'on appelle le dark count, donc c'est le nombre de coups d'obscurité. Le nombre de coups d'obscurité, pour les données que je vais vous montrer, ça va être de l'ordre de la centaine par seconde, mais avec un nouveau design, ça a encore baissé et ça va plutôt être de quelques unités jusqu'à 10 par seconde. Et donc voilà. Alors, évidemment, ça, on va opérer de façon un petit peu cyclique. On va envoyer un petit peu, là, c'est une expérience contente, on a envoyé un petit peu de rayonnement sur le détecteur. Et puis, on fait une mesure du qubit pour voir s'il a été excité ou pas. Alors, s'il n'y a pas de signal, en gros, voilà un peu les clics qu'on obtient en sortie. Et si on met un petit peu de signal, voilà, on voit qu'on a plus de clics. Alors maintenant, si on vraiment fait l'expérience et qu'on couple à des spins, voici une expérience où on cherche la courbe de résonance dans des spins, on se met au champ où les spins sont à résonance, on connaît le champ qu'il faut mettre. Voilà, donc ça c'est la courbe de résonance. Mais maintenant, on voit qu'il y a des lignes parasites qui sont très étroites autour de la résonance. Alors ces lignes parasites, elles sont intéressantes parce que si on peut faire, en fait, ce qu'on voit, c'est que si le signal de pilotage des spins est variable, on peut avoir des oscillations de Rabi du nombre de clics mesurés à la sortie. Et maintenant, si on veut vérifier, on pense que ça vient d'un spin unique, oui, je dépasse le temps, et bien je dépasse. Voilà. Si on fait un petit peu des corrélations, on s'aperçoit, ça les opticiens apprécieront, on s'aperçoit qu'il y a moins de corrélations. Voilà, c'est pas la même. Dès qu'on a du signal, il y a moins de corrélations. C'est ce qu'on appelle l'anti-bunching en bon français. Donc ça, c'est une preuve qu'on a un spin unique. Alors, on peut mesurer les cohérences, le temps de cohérence de ce spin, et vous voyez que par des mesures d'interférence dites de Ramsey, d'écho de Hahn, on a un temps de cohérence qui est de quelques millisecondes. On peut même, alors, on peut se demander jusqu'où tout cela va. Bon, on en est, voilà, même si on a des temps de cohérence, on n'a pas encore des bits quantiques, mais bon, il y a du travail. Voilà, on n'a pas de bits quantiques, on n'est pas revenu après être revenu à l'étape 0 du système, on est peut-être à l'étape 1, mais puis de toute façon, ce n'est pas essentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la physique intéressante qui sorte de tout ça. Et bon, j'espère que c'est déjà le cas. Alors maintenant, on va faire le bilan. Le bilan, les circuits à bits quantiques, ils ont une histoire assez longue. Actuellement, on a des circuits jusqu'à quelques centaines de bits quantiques qui ne sont pas corrigés.
Alors, l'espoir des leaders, c'est quand même d'atteindre l'avantage quantique. C'est pas gagné. Il y a des architectures tolérantes aux fautes qui ont été proposées. Il y a des résultats sur ces architectures tolérantes aux fautes, mais actuellement, il n'y a pas d'expérience qui démontre l'existence d'un bit quantique, d'un seul bit quantique corrigé des erreurs. On n'a même pas encore ça. Maintenant, il y a des circuits plus complexes qui sont proposés dans plein de directions différentes. Voilà, mais c'est en progrès. Et puis ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même de la physique quantique intéressante qu'on fait avec dans cette thématique. Et quand même quelque chose de très important. Voici, c'était la photo du groupe Quantronic, donc il y a presque un an. Voilà. Avec vous avez déjà vu certaines personnes au cours de la présentation. J'insisterai un petit peu sur l'importance du soutien technique pour ce genre de projet de physique expérimentale quand même assez lourd, ainsi que l'atelier de nanofabrication du SPEC avec les responsables Pief et Sébastien, et les nombreuses collaborations qu'il faut quand même mener pour arriver à développer ce genre de recherche. Et bon, les étudiants en thèse qui ont participé au projet sont assez nombreux. Et bon, j'espère leur avoir rendu justice à leur contrée, un grand nombre d'entre eux en tout cas. Voilà. Merci de votre intérêt. Oui, on l'a fait. Oui, ça donne la réponse. C'est la réponse. Alors, dans notre cas, on a... Non, 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 non. Non, il lève rien, disons. Il n'y a pas de boîte à lever non plus. Mais il y en a en un pas d'algorithme. Voilà, l'algorithme de recherche de Grover d'un objet parmi n, normalement, trouve la réponse en racine de n pas. Mais quand ce nombre n, c'est 4, en fait, racine de 4, dans ce cas, ça fait 1. C'est très simple. C'est encore plus simple. Voilà. Donc, c'est un cas qui est assez parlant. Comme ce cas était parlant, on l'a mis en place. C'est un algorithme que j'ai un peu mis au point avec Pérola Milman d'ailleurs. Oui, non, l'algorithme de Shor va permettre de trouver des diviseurs du nombre. Ben, il ne trouvera pas de diviseur. Voilà. Ah, il y aura une sorte de transformé de Fourier. L'algorithme de Shor, il est un peu plus compliqué, mais il permet de trouver des diviseurs. Il est, c'est bon, il y a on peut lire même dans Wikipédia, on trouve une explication assez claire de tout ça. Mais les algorithmes quantiques n'ont de l'intérêt que pour des problèmes pour lesquels il n'y a pas d'algorithme classique performant. Voilà. Ben, c'est que cette image classique de soulever les boîtes n'est pas tout à fait correcte, c'est tout. Disons, faut dire, c'est un pas d'algorithme. Voilà, c'est un pas d'algorithme. C'est comme si on les soulevait tous les quatre en même temps, mais sans regarder, mais en même temps. Voilà. Oui, ça n'est que ça, mais c'est une preuve de concept sur un cas extrêmement rudimentaire. C'est un système joué, on s'est assez moqué de nous d'ailleurs, on ne pas.
Oui, la question, c'est de Marco, c'est est-ce qu'il y aura des qubits quantiques supraconducteurs avec des temps de cohérence vraiment très, très longs? Disons, sans correction d'erreur quantique, probablement pas, mais avec correction d'erreur quantique, l'espoir, c'est que ça soit le cas. Maintenant, qui vivra verra, hein. Je ne pense pas voir ça, moi, hein, un jour. Mais toi, peut-être. It's, say for quantum computing, as I explained at the beginning, you need to work out an algorithm that, in the end, returns a basis state of your register. And this number or this basis state should provide the answer to the problem that you ask. So it's if at the end you return the basis state, you measure it, you get this basis state, and if it's the answer of your problem, you get the solution. It's nothing else. Of course, if you carry out a measurement on a complex entangled state, you get one of the basis states, and you don't know what it means. But it simply says that the algorithm is not working. At the end, you have to return a basic state that contains some information. Maybe it's not the full answer. In the case of factorization, it's not the full answer that you get in one shot. But nevertheless, you do get a significant part of the answer of the problem you are looking at. But you are right. But it's simply that the algorithm should return a basis state if you want it to be really interesting. So if some of you online are still in front of your computer, si vous avez encore des questions en étant en ligne, n'hésitez pas à les poser. Les organisateurs les transmettront. On les entendra. Bon, mais là, je pense qu'on a la réponse. Ce que je pense de la roadmap de Google ou de IBM, alors, disons, soyons honnêtes, pour que la roadmap de Google ou d'IBM fonctionne, il faut être sûr qu'il faut arriver à mettre au point la correction d'erreur. La correction d'erreur avec le code de surface, elle demande un surcoût en termes de ressources physiques qui est colossal. Par exemple, les réfrigérateurs à dilution qui sont utilisés chez IBM actuellement, ils s'appellent Jumbo. Ça donne une idée de sa taille. Et leur prochain modèle, carrément, ça sera avec une ouverture, avec une porte, genre porte de réfrigérateur de cuisine. Voilà, donc c'est un besoin de ressources qui est tellement colossal qui ne nous paraît pas très réaliste. C'est quelque chose qui ne peut se faire que dans un environnement de recherche industrielle très lourd. Et ça, moi, je ne parierais pas grand-chose sur cette voie de recherche, mais c'est très bien qu'il y en ait qui essayent. Alors, la question, c'est pourquoi le facteur de surcoût en ressources physiques utilisé par Alice et Bob, dans la stratégie d'Alice et Bob, marcherait mieux. C'est que chaque unité ici n'est pas un qubit de base. Chaque unité est un bit quantique qui est déjà en quelque sorte en partie corrigé. Voilà. En un mot, si chaque unité est un bit quantique qui est un peu complètement corrigé, mettons de la relaxation, ce qu'ils sont arrivés à faire déjà, eh bien, si ça veut multiplier chaque unité, ils n'auront plus qu'à corriger des erreurs dites de déphasage. Et ça, la correction des erreurs de déphasage, ça ne nécessiterait pas un code de surface, mais déjà un code linéaire. Et leur idée, l'architecture qu'ils ont mise au point, publiée par Maziar Miraimi, et voilà, est une architecture qui demande un facteur de multiplicatif
d'environ, on va dire, quelques dizaines. Si le bit quantique de base est déjà une unité corrigée de la relaxation, alors le facteur de multiplication sera de quelques dizaines. Mais quelques dizaines d'une unité elle-même déjà un peu plus complexe que le bit quantique de base. Donc ça n'est pas encore fait, mais c'est une stratégie qui est quand même pertinente, enfin qui paraît plus intelligente que le code de surface, qui est l'attaque un peu par force brute, qui est vraiment qui est pas très raisonnable. Et même au niveau technique, s'il faut un nombre de lignes micro-ondes colossal pour arriver à fabriquer un seul bit quantique, c'est pas très réaliste. Enfin, non, il y a encore de la place pour des idées nouvelles, hein, voilà, et des concepts nouveaux et des idées nouvelles. Donc, place aux générations suivantes, hein, pour faire mieux que les précédentes. Ben, ce que tu dis est dans la date. Disons, l'ordinateur quantique, c'est comme la fusion nucléaire. C'est un sujet d'avenir qui risque de rester pour un certain temps.